Bonjour chers amateurs de jeux de société, jeux de table, je suis Louis-Philippe et bienvenue sur Kickstarter 101. Dans ce volet de la chaîne du professeur Board Game, je vous présenterai des vidéos explicatifs, des revues, des survols de différents jeux de société et de jeux de table. La particularité que j'aurai ici, c'est que ce seront tous des jeux qui sont issus du site internet Kickstarter, qui ont été financés sur le site internet Kickstarter. Donc, je vous invite à me suivre sur cette chaîne pour avoir des explications, des présentations de différents jeux qui sont issus de ce site. Le premier jeu que je vais vous présenter sur Kickstarter 101 est un jeu qui s'intitule Tiny Epic Kingdom. Tiny Epic Kingdom est un jeu produit par Gamelyn Games et créé par Scott Helm. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. Une partie va durer environ une trentaine de minutes, quoique les premières parties peuvent s'étendre peut-être une quinzaine de minutes supplémentaires. Dans ce jeu, vous allez choisir un peuple issu des classiques fantastiques, orques, elfes, nains, etc. Et vous allez vous étendre en essayant de gagner davantage de pouvoir, davantage de magie, davantage de ressources que tous les autres joueurs. À la fin de la partie, celui qui aura le plus de points de victoire va l'emporter. Donc on a un jeu classique de contrôle de territoire, contrôle de ressources, avec un petit peu de conflit à l'intérieur, mais qui a une sauce particulière. Je vous explique ça à l'instant, et ensuite je vous dis ce que j'en pense. Commençons avec la mise en place du jeu. Je vais faire une mise en place classique du jeu à 3 joueurs. Je précise qu'il y a des règles particulières si on joue à 2 joueurs, mais je vais parler des règles normales quand on joue à 3, 4 ou 5 joueurs où il n'y a aucun changement, il n'y a aucune spécificité, c'est juste le placement ordinaire. Première chose qu'on va placer en plein centre de l'espace de jeu, on va placer une carte qui représente la construction d'une énorme tour à laquelle tous les joueurs peuvent participer. On place ça en plein centre de la table. Deuxième chose qu'on va utiliser, on a une carte qui représente les différentes actions que les joueurs peuvent faire en cours de partie. On va mettre également cette carte-là à un endroit qui est accessible pour tous les joueurs. À côté de cette carte, on a des petits jetons qui représentent des boucliers. On place ces 5 jetons-là juste à côté de la carte d'action. Chaque joueur ensuite va avoir à se choisir un peuple. On peut le choisir au hasard, on peut choisir celui qui nous préfère, on le voit avec la méthode de notre choix. On peut avoir des orques, des humains, des nains. Chaque peuple a une échelle ici, qui fait le tour de la carte, qui permet de de tenir en compte les différentes ressources que le peuple va avoir, ainsi que différentes habiletés qui vont être débloquées en cours de partie. Chaque joueur choisit donc son peuple. On a les humains, les orques et les nains qui vont s'affronter. Et ensuite, de façon aléatoire, on va distribuer une carte de territoire à chaque joueur. Les cartes territoires sont recto-verso. Et dans les règles avancées, il y a certains territoires qu'on voit ici qui ont des particularités. Ici, on a des ruines. Sur d'autres cartes territoires, on a encore des ruines, encore des ruines. Pour une partie de base, on va garder le premier côté de la carte pour des joueurs qui n'ont jamais joué. Sur chacune des cartes territoires, il y a 3 types de terrains qui sont visuellement assez facilement identifiables. On a des montagnes qui sont en rouge, des prairies qui sont en jaune et des forêts qui sont en vert. Chaque joueur reçoit une carte de façon aléatoire. Et voilà. Ensuite, chaque joueur se choisit une couleur. Ici, on a Monsieur Orange. Il reçoit 7 jetons de sa couleur, 7 petits pions qui sont de sa couleur, et ainsi qu'une toute petite tour et un tout petit livre. Ça ne paraît pas tellement que c'est un livre, mais c'est quand même un livre, à sa couleur. Où vont ces pions? Premièrement, le livre, on va aller le placer juste en dessous. On voit ici le niveau de pouvoir dont j'ai dit avec les habiletés spéciales. On va aller placer le livre juste en dessous de cette habileté-là. La tour elle-même va aller sous la carte centrale que j'ai décrite tantôt, où il y a la carte avec les niveaux de tour auxquels chaque joueur peut participer, la tour gigantesque qu'on peut construire. Chaque joueur va aller placer son pion là. Ensuite, dans ces 7 pions, il en choisit 2 qu'il place sur un territoire de son choix parmi les territoires qui lui appartiennent sur sa carte à lui. Les 5 autres pions vont aller dans sa réserve personnelle. Chaque joueur va faire exactement le même placement. Donc ici, on va avoir notre joueur bleu qui choisit son territoire de départ, qui met son livre ici. Là, je suis un peu en dehors de la caméra, mais juste ici. Qui met son livre, qui va aller placer sa tour et qui garde ses jetons en réserve. Même chose pour notre troisième ami
Ici, 2 pions, le livre, la tour. Finalement, chaque joueur va recevoir un petit ensemble de pions ressources. Ici sont les mêmes pour chaque joueur. Les couleurs ne sont pas associées au joueur en tant que tel. Les couleurs représentent la ressource. On a le bleu. Dans une partie de base, on va le placer sur le chiffre 3 dans l'échelle qui entoure la carte. On a le mana qui représente la ressource magique. Dans la partie de base, il va aller sur le 2. Et on a le minerai qui représente la ressource nécessaire pour participer à la construction de la tour. On le place sur le 1. Chaque joueur place ses ressources de la même façon. Et voilà. Même chose pour notre autre joueur ici, Monsieur Gris. Finalement, voici le pion premier joueur qui représente justement la tour qui est censée être construite ici. Le pion premier joueur est distribué aléatoirement à l'un des joueurs. Une fois que ce placement-là est fait, on est prêt à commencer la partie. Donc, première chose, une fois que la mise en place est faite, comment le jeu se termine et comment gagne-t-on à ce jeu? On va gagner à ce jeu. Celui qui va gagner à ce jeu-là, c'est celui qui va avoir le plus de points de victoire à la toute fin du jeu. Les points de victoire sont représentés par le symbole de couronne qu'on retrouve sur certaines cartes. Les points de victoire vont venir de 3 sources. Premièrement, il va y avoir le niveau de construction auquel on va avoir participé à la tour qui est indiqué sur cette carte-ci. Deuxièmement, il va y avoir le niveau de magie qu'on va avoir atteint va se transformer en points de victoire. Donc si on atteint le niveau 3 en termes de magie, on va également avoir 3 points de victoire. Et finalement, chaque pion qu'on va avoir sur le plateau, sur les différents plateaux de jeu, vont valoir chacun 1 point de victoire. Finalement, toutes les factions ont une habileté spéciale qui leur donne des points de victoire, qui est leur niveau 5 en magie, leur donne une spécificité unique pour qu'eux puissent ramasser des points de victoire. Pour avoir droit à cette spécificité-là, le peuple doit avoir atteint le niveau 5. Donc voici pour les points de victoire. Quelles sont les conditions pour mettre fin à la partie? Dès qu'un joueur a posé sur le plateau tous ses jetons de population, on va déclencher la fin de la partie. Il y en a 7. Dès que le 7e est placé, on déclenche la fin de la partie. Deuxième chose, si un joueur atteint le dernier niveau de participation à la construction de la tour, on va également déclencher la fin de la partie. Finalement, si un joueur atteint le 5e niveau de recherche en magie, on va aussi déclencher la fin de la partie. Quand une de ces 3 conditions-là est atteinte, la partie est terminée, on compte les points, celui qui en a le plus gagne. Maintenant, comment un tour de jeu fonctionne? En commençant par le premier joueur va choisir une action. Pour identifier quelle action il choisit, il va utiliser un de ces petits jetons-là en forme de bouclier et il va la déposer dans la case action de la carte d'action qui est associée. Il y a 6 actions dans le jeu. On a la patrouille, la quête, la construction, la recherche, l'expansion et l'échange. Chaque action va être expliquée dans quelques instants. Je vais juste expliquer le tour de jeu fonctionne comment avant. Donc, le premier joueur choisit une action et il va décider soit il fait l'action, soit il récolte des ressources. Le deuxième joueur va suivre le premier joueur, donc va prendre la même décision. Il va faire l'action que le premier joueur a choisie ou il va récolter des ressources. Même chose pour le joueur suivant. Quand les 3 joueurs ont fait ça, le deuxième joueur en sens horaire choisit une action, décide s'il l'a fait, s'il récolte des ressources. Même chose pour le joueur suivant, même chose pour l'autre joueur. Ensuite, ça va être à l'autre de choisir une action. Puis on continue comme ça jusqu'à temps que les 5 jetons boucliers aient été placés. Donc, il va y avoir 5 des 6 actions qui vont être faites dans un tour de jeu. Quand la carte est remplie, on la vide. On passe le pion premier joueur au joueur suivant. Et c'est à son tour de choisir en premier quelle action il veut faire. Et il y a toujours le même choix, récolter des ressources ou faire l'action qui a été choisie. Même chose pour les joueurs qui suivent, ils ont toujours le même choix, faire l'action qui est choisie ou récolter des ressources. Comment fonctionnent les actions? Premièrement, la récolte de ressources. La récolte de ressources, je le répète, c'est un concept super important ce jeu-là. On peut la faire peu importe l'action qu'on a choisie, on a juste à ne pas faire l'action qu'on choisit et récolter des ressources à la place. Comment ça fonctionne? Chaque territoire qu'on contrôle nous rapporte une ressource qui est associée à ce territoire-là. Donc ici, si M. Orange était placé comme ça, en contrôlant une prairie, il ferait un blé. C'est pour ça que les pions sont de la même couleur que les territoires. En contrôlant une prairie, il ferait un blé. En contrôlant une forêt, il ferait un mana. Et en contrôlant une montagne, il ferait un minerai.
Le nombre de pions qui sont présents sur un territoire donné n'a aucune importance. Il ne ramasserait pas 2 ressources parce qu'il y a 2 pions sur sa montagne. Il en ramasserait quand même une. Cependant, s'il contrôle 2 montagnes différentes, là, il ferait 2 ressources en faisant l'action de récolte. Donc, voici pour la récolte. Ensuite, les actions qui sont sur la carte. Première action qu'on peut choisir, c'est l'action de patrouille. L'action de patrouille est l'action de déplacement de base. Lorsqu'on choisit l'action de patrouille, on place notre bouclier dessus, et ensuite on peut déplacer un pion d'un territoire à un territoire qui est adjacent, tout simplement. Deuxième action, c'est l'action de quête. L'action de quête est exactement la même chose que l'action de patrouille, mais elle permet de se déplacer d'une carte à une autre. Donc si on est sur un territoire qui est adjacent à la bordure de la carte, on peut prendre un de nos pions et le déplacer sur n'importe quel territoire qui est également adjacent à la bordure d'une carte. On n'a pas le droit de rester sur la même carte, on doit aller vers une autre carte, mais on peut aller vers n'importe quelle carte qui appartient à un autre joueur sans aucun problème. Dans le cas des 2 premières actions, ce sont les actions de déplacement. Il y a certaines règles de déplacement qu'on doit respecter. Ce sont les mêmes règles qu'on choisisse l'action de patrouille ou qu'on choisisse l'action de quête. Première règle, il ne peut jamais y avoir plus de 2 pions sur la même case. Donc, si j'avais un pion ici et je faisais une action de patrouille, je ne pourrais déplacer son pion sur cette case-là. Il y a déjà 2 pions, donc je ne peux pas en mettre un 3e. Deuxième règle importante, les combats. Si mon pion est seul et que M. Orange prend l'action de quête, il pourrait déplacer un de ses pions et tenter de venir m'attaquer. Si jamais j'avais 2 pions sur cette case-là, la règle reste la même. Comme j'ai 2 pions ici, il n'y a jamais un 3e pion qui peut rentrer, donc mon territoire est protégé. Comment fonctionne l'attaque? C'est extrêmement simple. Chaque joueur va prendre l'un des 2 dés qui est fourni avec le jeu. Les couleurs n'ont aucune importance. Chaque joueur prend l'un des 2 dés qui est fourni avec le jeu et secrètement va faire une enchère en sacrifiant ses propres ressources. Une fois que chaque joueur a décidé combien de ressources il veut sacrifier, les 2 joueurs vont révéler leur dé en même temps et le plus haut l'emporte. C'est aussi simple que ça. Sur chaque carte de faction, on a dans le coin inférieur droit la valeur des ressources pour la guerre. Donc si le joueur ici choisit de sacrifier un total de 3, il pourrait sacrifier une ressource de mana, une ressource de minerai pour un total de 3. Le joueur qui sacrifie un 6 pourrait donner 3 mana, 6 minerais ou n'importe quelle combinaison pour arriver à un total de 6. Mais qu'on gagne ou qu'on perde, les ressources sont sacrifiées. Si les 2 joueurs s'entendent avant de révéler leur dé, ils pourraient décider de révéler chacun un drapeau sur ce dé. Si les 2 joueurs décident de révéler le drapeau, ils vont partager le territoire, ils vont pouvoir tous les 2 récolter des ressources, ils vont former une alliance. Par contre, s'il y en a un des 2 qui bluffe, il a tout à fait le droit de dire qu'il va révéler le drapeau et ne mettre qu'une seule petite ressource. Et à ce moment-là, il gagnerait le conflit qui est déclenché. Voici pour les déplacements. Troisième action qu'on peut faire, on peut participer à la construction de la tour. Sur la construction de la tour, on a ici un coût en minerais qu'on doit dépenser. On doit dépenser 1 pour atteindre le niveau 1, 2 pour le niveau 2, et ainsi de suite jusqu'au niveau 6. Et selon le niveau qu'on va avoir atteint en fin de partie, on va avoir des bonus à nos points de victoire. Action suivante, on peut faire l'action de recherche. Si je décide de faire l'action de recherche, je dois sacrifier un coût en points de mana qui est indiqué à gauche sur ma carte, représenté par l'étoile verte. 1 pour atteindre le niveau 1, 2 pour le niveau 2, 3 pour le niveau 3, ainsi de suite. Quand on monte sur ce niveau-là, on va monter avec le petit pion de livre dont j'ai parlé plus tôt. Quand on monte, on débloque les pouvoirs qui y sont associés, puis on garde tous les pouvoirs qui ont été débloqués précédemment. Autre action, on peut prendre de l'expansion. Si on prend de l'expansion, on va payer un coût qui est en bleu pour faire apparaître de nouveaux pions sur notre carte. Donc si le joueur bleu ici acceptait de payer, ou s'il décidait plutôt de payer un coût total qui est égal au nombre de pions qu'il y a présentement sur les cartes, plus 1, dans son cas ici, au total il y a 2 pions, 2 plus 1, 3 blés. S'il paye ses 3 blés, il peut faire apparaître un nouveau pion sur la carte. Les règles de placement restent les mêmes. S'il y a déjà 2 pions à un endroit, il ne peut pas le faire apparaître là, donc il va avoir besoin de se déplacer pour pouvoir libérer de l'espace et faire apparaître ces nouveaux pions.
Dernière action possible, on peut faire une action d'échange, choisir une ressource, n'importe laquelle, du mana par exemple, puis l'échanger contre une autre ressource. Fait que mon joueur bleu ici pourrait sacrifier 2 blés pour augmenter de 2 en mana. Il n'y a aucune limite au nombre de ressources qui est échangé. La seule restriction, c'est qu'on doit échanger une ressource pour un autre type de ressource. Donc les joueurs vont prendre leur tour de façon successive en choisissant les actions. Quand un joueur choisit une action, tous les autres joueurs ont l'option de suivre l'action ou de récolter des ressources à la place. Et on continue comme ça jusqu'à temps qu'une des 3 conditions de fin de partie soit atteinte. Quand c'est le cas, on va tout simplement terminer le tour de jeu. Donc si un joueur décidait de prendre une action de construction, atteignait le 6e niveau, on déclenche la fin de la partie. On va continuer à prendre nos actions jusqu'à temps que la carte soit pleine. Et à ce moment-là, la partie sera terminée. On va faire le décompte de nos points pour déterminer le vainqueur. Donc voilà, c'était l'explication de Tiny Epic Kingdom, jeu publié par Gamelyn Games. Qu'est-ce que j'en pense? C'est un jeu que j'adore. Très simple. En plus, vous avez vu, il vient dans une toute petite boîte, fait qu'il est facilement transportable si on le mène chez des amis. Je l'ai même déjà sorti une fois dans un petit café en extérieur. Ça a très bien fonctionné. Il prend pas beaucoup d'espace sur la table. Au niveau des mécanismes, c'est un jeu assez classique de contrôle de territoire. On va déplacer nos pions, on va essayer d'expulser les adversaires des territoires qui nous intéressent. On va se spécialiser soit dans la magie, soit vers la construction de la tour. Ça reste un jeu très accessible, très facile à comprendre, il est facile à expliquer. Ça prend pas de temps. Après quelques tours de jeu, tout le monde sait qu'est-ce qu'il veut faire, tout le monde sait où il veut s'en aller, dans quelle direction on veut prendre. Donc ça, c'est très intéressant quand on veut le présenter à des joueurs qui connaissent un peu moins le genre. Est-ce que c'est un jeu que je présenterai à des joueurs qui sont des fans finis de jeux de société, qui sont habitués à des jeux plus gros, Civilization, StarCraft, Star Wars Rebellion? Oui, mais ça va être un petit jeu d'un entre-deux. Un petit jeu qu'on va présenter entre 2 jeux plus gros. C'est pas long à jouer, c'est simple, c'est compliqué. Il n'y a pas une profondeur extraordinaire à l'intérieur du jeu. La profondeur va venir entre autres du choix de peuples qu'on va faire. Il y en a beaucoup qu'on peut prendre dans le jeu, il y en a une dizaine qui viennent avec le jeu. Il y a une expansion qui est disponible qui en amène d'autres qui s'appelle Heroes Call, Tiny Epic Kingdom. Ceux qui ont la version Kickstarter ont encore quelques peuples de plus qu'ils peuvent utiliser. Fait que la rejouabilité va venir surtout de ça. Un des petits défauts à l'intérieur du jeu, il y a rapidement une stratégie plus efficace que les autres qui se dessinent, c'est-à-dire la construction de la tour. La construction de la tour, on peut faire jusqu'à 10 points de victoire. En faisant l'expansion de nos personnages, on peut faire jusqu'à 7 points de victoire, et en faisant de la recherche magique, on peut faire jusqu'à 5 points de victoire. Le calcul est assez facile à faire, savoir dans quelle direction il faut prendre. Fait que rapidement, les joueurs vont essayer de se consacrer à la construction de la tour gigantesque qui vient sur la carte centrale du jeu, qui est ici, qu'on a vu souvent dans la partie précédente du vidéo. Donc ça, c'est un petit défaut. Rapidement, les joueurs vont identifier cette stratégie-là, ils vont se lancer là-dedans. Un joueur plus expérimenté qui joue avec des nouveaux joueurs va savoir qu'il doit se diriger vers cette stratégie-là s'il veut espérer l'emporter. Au niveau des composantes, on a quelque chose qui est de très grande qualité. Les figurines, les pions sont sculptés de façon unique. Le blé est en forme de blé, le mana est en forme d'étoile. Les petits pions sont très sympathiques. Le pion premier joueur est massif et très gros pour un jeu de cette taille-là. Très intéressant. Les cartes sont très belles. Il y a un visuel spécifique pour chacun des peuples derrière la carte qui est aussi très intéressant, qui est très accueillant, qui est très engageant à l'intérieur du jeu. Donc c'est un jeu que je recommande quand même fortement. C'est un jeu qui n'est pas dispendieux et qui est facile à trouver en plus. Je lui donnerais facilement une note de 8 sur 10, ce qui est très bon dans ma classification des jeux de société. Donc un très beau résultat, je le recommande fortement. Par contre, vous ne jouerez pas à ce jeu-là pendant des années. Vous allez éventuellement vouloir aller vers quelque chose d'un petit peu plus gros, un petit peu plus profond en termes de stratégie. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo de Kickstarter 101. J'espère vous revoir sur la chaîne. Je vous invite à laisser des suggestions de jeux que vous aimeriez, sur lesquels vous aimeriez avoir une explication ou un survol. Ça va me faire plaisir de tenter de le faire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À la prochaine fois, en espérant vous revoir prochainement.